Les valeurs qui ont rendu les Spartiates célèbres et redoutés. Le nom de Sparte évoque un régime fermé, parfois cruel et impitoyable, qui se distingue par des coutumes austères et une éducation rigoureuse. Sparte est une cité singulière, mais les facteurs et les principes qui déterminent et façonnent ces organisations sont loin d'être uniques dans l'expérience historique des Grecs. Les institutions de la ville se sont développées au terme d'un long et difficile processus de reconstruction, culminant toutefois dans une réforme qui a suivi des objectifs clairs et ambitieux avec une rigueur inédite. Cette histoire a un héros proclamé, et pas de protagoniste certain. Lycurgue, retrouver une profonde estime de soi, une motivation implacable, apprendre à ne jamais abandonner comme le faisaient les grands guerriers de la mythique Sparte, peuvent sembler d'importants défis à relever. C'est parce qu'il est toujours bon de savoir ce que l'on fait que nous allons consacrer le début de ce texte à une brève introduction historique. Il est conseillé de tout lire méticuleusement afin de mieux ancrer en vous l'idée et la démarche de cet ouvrage. Deux principales sources historiques ont nourri la légende de Sparte et des Spartiates jusqu'à aujourd'hui, Plutarque et Xénophon. Le premier, s'inspirant de l'éloge sans critique de Xénophon, a recueilli d'anciens épisodes spartiates qu'il a mélangés en toute bonne foi à d'autres épisodes complètement fictifs. Grâce à leurs œuvres, nous avons pu apprendre qui étaient les Spartiates, appelés en grec ancien les Homoua, soit des enfants issus de pères citoyens et d'une fille de père citoyen, des citoyens à part entière, totalement au service de l'État. Les Spartiates ont été entraînés dès l'enfance à se tenir prêts à tout. Sparte se distinguait par son courage, sa trempe, sa ténacité, sa simplicité dans les mœurs et son absence d'ostentation. Cette cité-État a connu sa splendeur dans la période comprise entre 550 et 370 avant notre ère. Précisons que l'éducation spartiate était de loin le système le plus méthodique du monde grec. La renommée de Sparte n'est pas due à sa structure politique et institutionnelle de la cité, mais à l'incroyable originalité de son système éducatif et de son organisation sociale. Aujourd'hui encore, l'adjectif « spartiate » évoque des notions d'austérité, de rigueur et de sévérité éducative. C'était le courant dominant à Sparte et le signe d'une conception très singulière de la vie. Dans l'Antiquité, le taux de mortalité infantile était très élevé, mais à Sparte, outre la sélection naturelle, on s'adonnait à une sélection sociale féroce. L'expression « éducation spartiate » est désormais célèbre dans le monde entier. Ce système bien pensé et rationalisé a non seulement éduqué mais aussi construit une société entière, à la gloire d'un petit État grec antique. L'éducation spartiate durait 13 ans, l'enfant étant retiré très tôt à sa famille pour être placé dans une communauté d'enfants du même âge. L'objectif était toujours de développer des groupes d'individus aptes à la guerre, de sélectionner des soldats de haute valeur militaire. On appelait les temps dédiés à la socialisation des futurs citoyens les syssities, c'est-à-dire les repas pris en commun, auxquels chacun apportait sa contribution en nature ou en espèces. Pendant cette période, les futurs citoyens spartiates devaient apprendre à subvenir à leurs propres besoins, munis d'un seul manteau à porter en toute saison et soumis à un régime alimentaire spécial, apparemment insuffisant pour un régime sain. Ainsi, on encourageait le vol de nourriture, une qualité utile en cas de guerre, mais si le voleur était pris sur le fait, il était donc physiquement puni, et il fallait qu'il endure la douleur sans laisser transparaître la moindre émotion.
La scolarité était réduite au minimum, mais ne faisait pas l'impasse sur l'enseignement de la musique. Selon Plutarque, on leur enseignait une langue sobre, élégante et concise qu'Aristote définissait comme « laconique ». Les femmes étaient également élevées avec des méthodes similaires, certes moins brutales, centrées sur la danse et la gymnastique, et qui comprenaient des disciplines telles que la course, la lutte, ainsi que le lancer de disques et de javelots. Ci-dessous, des extraits de la conférence de l'historien Nick Fields. Il est bien connu que l'éducation spartiate était très stricte. Les enfants, retirés à leurs parents, étaient formés au nom de l'État et soumis à une discipline très stricte. L'éducation comprenait des activités visant à endurcir le corps et à endurcir la résistance dans des conditions difficiles. Par exemple, le défi de la Crypteia. Le jeune futur Spartiate Homoios était envoyé en territoire ilote pendant une semaine, sans nourriture, afin d'apprendre à survivre en terre ennemie. L'éducation prenait parfois des formes sanguinaires, comme lorsque les adolescents devaient voler du fromage sur l'autel de la déesse Artémis Orthia, sous les coups violents de leurs camarades. Cette cérémonie fait vraisemblablement penser à un rite de passage. Dormir à même le sol, été comme hiver, s'adapter à une vie très frugale, prendre les repas en commun, apprendre à manier la lance et l'épée, telles étaient les pierres angulaires d'une pédia. Cette éducation comprenait la musique et la grammaire pour savoir lire et écrire, mais mettait surtout l'accent sur l'excellence militaire, l'arrêté. Il ne fait aucun doute qu'un tel système éducatif répondait aux besoins d'une cité militariste dont la politique, cependant, était fondée sur l'autopréservation et non sur l'expansionnisme. Le Spartiate, ce citoyen pouvait se consacrer entièrement à l'État grâce aux ilotes, une catégorie, d'esclaves, qui travaillait pour lui dans ses champs et parfois chez lui. Le Spartiate s'entraînait à la guerre, discutait de politique, organisait des compétitions sportives, mais les activités commerciales ou artisanales lui étaient interdites. Il était dur, inflexible, courageux et héroïque. La simplicité et la discipline étaient les principes fondamentaux de la vie spartiate, des bases indispensables qui permettaient à la cité de gagner et de maintenir son hégémonie sur la Grèce. En revanche, la lâcheté et la faiblesse n'étaient pas tolérées. Selon la fameuse tradition, les anciens de Sparte décidaient dès la naissance du sort des nouveau-nés et selon leur santé, ils pouvaient être acceptés ou abandonnés à leur sort aux confins de la ville. Ceux qui n'étaient pas aptes étaient jetés dans le gouffre des apothètes, littéralement, entrepôt, près du mont Taïget. Si un garçon souffrant de quelque difformité, et par conséquent ne pouvait être élevé comme un guerrier, il n'avait pas le droit de vivre. Les enfants acceptés par les anciens, eux, étaient remis à des nourrices qui les trempaient volontairement dans le vin, afin de provoquer des convulsions chez les nourrissons les plus faibles et de tempérer les plus forts, et de les préparer à l'agogé, l'éducation. Les garçons étaient ensuite réunis en meute, et confiés à un chef de meute. Pour faire respecter la discipline, il était assisté de ses porteurs de fouet. L'agogé était une éducation fondée, entre autres, sur la répétition de schémas de pensée et de comportements ordonnés et prévisibles, selon une séquence précise qui ne laissait que peu de place à l'improvisation, et entraînait le jeune Spartiate à supporter une discipline rigide, instillant en lui un profond sentiment de dévotion. Pour tenter de donner un schéma des rituels, nous les séparerons en 3 étapes, l'éloignement, la marginalité et l'intégration. Dans la première phase, il y a l'abandon du lieu de vie habituel ainsi que la suppression, une mort dans la vie,
de tout ce qui a marqué la vie quotidienne. La marginalité se passe dans un lieu isolé où les liens se limitent aux adultes chargés de l'éducation sociale. Avec l'intégration, troisième et dernière étape, le jeune garçon est finalement accueilli dans le groupe social, tel un adulte parmi les adultes. Le même schéma se retrouve dans le domaine de l'éducation féminine. À Athènes, par exemple, on trouve 3 rituels correspondant à l'apprentissage du tissage, du travail des céréales et de la maternité. L'initiation à l'âge adulte était appelée la cryptia, c'est-à-dire une période où le jeune Spartiate s'éloignait du groupe d'entraînement et devait vivre en totale autarcie sans toutefois suivre un code particulier de comportement. Le jeune homme n'était équipé d'aucun moyen, il devait survivre dans la nature dans des zones souvent sauvages en se procurant le nécessaire. La plupart des victimes étaient des ilotis, des esclaves comme on peut le déduire de la définition de cryptia, se cacher, attendre, qui subissaient, impuissants, la supériorité physique et sociale des Spartiates. La cryptie était vue comme un véritable rite d'initiation, une sorte d'épreuve qui constituait la frontière symbolique entre l'enfance et la vie adulte, sanctionnée par l'entrée dans la communauté des adultes. Dans le monde grec, les rites d'initiation, présents partout, avaient une importance fondamentale. Leur objectif premier était de soumettre un certain groupe à la connaissance et à la pratique d'un système de savoir et de comportement. En d'autres termes, il permettait non seulement aux jeunes membres d'une communauté d'acquérir des connaissances et des traditions qui se transmettaient de génération en génération, mais leur demandait également de faire leurs preuves pour être admis. Les filles aussi finissaient par être intégrées à la vie de la ville, elles endossaient le rôle d'épouse d'abord et de mère ensuite. Parmi les rites d'initiation, les derniers sujets d'éducation étaient sociaux et religieux. Dans l'Antiquité, en effet, le sacré se confondait avec la vie civile. Certaines divinités étaient spécifiquement dévolues à l'accompagnement des jeunes et défendaient ainsi l'ordre sacré qui liait la cité aux dieux. Offrir à la polis un membre digne d'enrichir sa communauté et de renforcer les modèles culturels traditionnels était aussi une fonction symbolique de ces rites. Tandis qu'ailleurs en Grèce, les femmes vivaient dans une condition inférieure, qu'elles devaient porter les enfants, s'asseoir au métier à tisser et garder le silence. À Sparte, en revanche, la relation entre les deux sexes était absolument égale et complémentaire. Les filles devaient être préparées à devenir des épouses, des mères, à diriger un foyer, une famille, à gérer des esclaves et des biens. Elles devaient également pratiquer, comme les garçons, la course et la lutte, le lancer de disques et de javelots. Grâce à cet entraînement, dont on pensait qu'il les rendrait fortes et rendrait forts les enfants qu'elles porteraient un jour, les femmes spartiates sont devenues très célèbres dans toute la Grèce. Elles prenaient part aux compétitions dans le cadre d'événements religieux, mais n'étaient pas autorisées à participer aux Jeux olympiques, en tout cas pas avant 400 avant notre ère, date symbolique où Cynisca, la fille du roi Archidamos II, devint championne olympique dans la discipline de la course de chars, ouvrant ainsi la voie au sport féminin. Les filles, contrairement aux garçons, n'étaient pas limitées en quantité de nourriture durant leurs années de formation et étaient autorisées à boire du vin. La femme spartiate se mariait vers 20 ans, et le mariage semblait se dérouler selon le rite de l'enlèvement, où l'homme enlevait sa future épouse. Les traces de ce rite sont encore visibles, des siècles plus tard, dans ce qu'on appelle la Phutina,
une méthode d'enlèvement dans laquelle le couple s'évade de leurs familles respectives encore pratiquée en Sicile et dans certaines régions du sud de l'Italie. Sparte occupe toujours une place particulière dans l'histoire de l'éducation et de la culture grecque, mais également dans celle du monde entier. L'originalité des coutumes et du système étatique spartiate s'explique par le fait que cette cité a conservé partout à l'époque classique les attributs perdus de la culture archaïque. Sparte n'était pas simplement conservatrice, elle était même réactionnaire. Elle s'efforçait depuis le IVe siècle de résister à l'évolution naturelle, d'aller à contre-courant dans un effort permanent pour réintégrer les modes traditionnels de Lycurgue, et recourait à de nombreuses restaurations arbitraires, à de fausses rénovations pseudo-archéologiques. Sparte était sans aucun doute une cité guerrière. Sa puissance militaire lui a permis d'acquérir et de maintenir son hégémonie, et elle est ainsi devenue l'un des États les plus vastes de la Grèce antique. Cette puissance conférait à Sparte une grande influence, que personne n'a jamais pu sérieusement contester avant la victoire des Athéniens lors des guerres perses. La domination de l'idéal militaire dans sa culture est attestée par les élégies guerrières de Tyrtée, illustrées par de splendides monuments picturaux contemporains de l'époque, qui glorifiaient également le héros guerrier. On peut donc supposer qu'à cette époque archaïque, ou mieux encore, comme autrefois, l'éducation du jeune Spartiate était avant tout une éducation militaire, c'est-à-dire une formation directe et indirecte aux affaires militaires. Comme l'a remarqué Aristote, l'idéal collectif de la cité, la dévotion à l'État, remplace désormais l'idéal profondément individuel du chevalier d'Homère. Ce dernier devient, contrairement à l'ère précédente, le principal contexte de vie sur lequel se développe et se tourne toute activité spirituelle. C'est un idéal totalitaire absolu. La politique est tout pour ses citoyens, car seul l'État en fait des personnes. Ce principe fait naître une profonde solidarité unissant tous les citoyens de la ville, dans une dévotion profonde à tous les biens de leur patrie ainsi qu'une puissante volonté de sacrifier sa vie pour l'immortalité collective. Toutefois, ce serait simplifié que de supposer que cette éducation se limitait alors exclusivement à une formation militaire. Grâce à ses origines héroïques, l'éducation était sans doute plus variée et plus riche que celle d'autres cités contemporaines. Cependant, elle a d'abord conservé le goût pour les sports équestres et de l'athlétisme. Les annales des Jeux olympiques sont célèbres, et l'on peut apprécier le vif succès des Spartiates dans les compétitions internationales. La première victoire spartiate connue fut célébrée à la 15e Olympiade 720, de 720 à 576, sur 81 vainqueurs olympiques. 46 venaient de Sparte. Mais la culture spartiate ne se limitait pas à la seule culture physique. Dans cette éducation, tout comme dans celle d'Homère, l'élément spirituel est représenté principalement par la musique. Celle-ci, centre de la culture, assurait le lien entre les différents domaines. Grâce à la danse, elle se confondait avec la gymnastique, et grâce au chant, elle soutenait la poésie, seul genre littéraire archaïque. Plutarque, en décrivant les débuts de l'histoire de la musique grecque, rapporte que Sparte, au 7e et au début du 6e siècle, était la véritable capitale musicale de la Grèce. C'est en effet dans cette ville qu'ont fleuri les premières écoles de musique de l'histoire. Dans sa forme classique, l'éducation spartiate avait un objectif bien défini. Former les hoplites, l'infanterie lourde à l'origine de la supériorité militaire de Sparte,
qui ne sera vaincu que grâce aux innovations tactiques des Athéniens et des grands commandants thébains du IVe siècle qui, contrairement aux Spartiates, évoluaient dans les affaires militaires. L'esprit totalitaire. La formation morale spartiate n'est certainement pas moins importante que la formation technique. En fait, l'éducation classique spartiate est entièrement vouée à la formation du caractère selon un modèle parfaitement défini. On sacrifie tout aux intérêts de la communauté. Tel est l'idéal du patriotisme, la dévotion à l'État, non pour la vie, mais jusqu'à la mort. Et comme le seul critère du bien est l'intérêt de l'État, n'est juste que ce qui sert la croissance de Sparte. On a bien essayé de développer le sens du collectivisme et l'esprit d'obéissance. Lycurgue, écrit Plutarque, a appris aux citoyens à ne pas vouloir ni même pouvoir vivre seuls, mais à être toujours, comme les abeilles, unis autour de leur chef pour le bien commun. L'éducateur spartiate s'efforce de rendre l'enfant résistant à la douleur. Il exige un mode de vie rude, surtout à partir de 12 ans. L'enfant développe son courage et son esprit guerrier. Le jeune spartiate en retire une résistance accrue à la douleur, une aptitude à l'autonomie, un entraînement constant incitant à la discipline, l'exercice physique favorisant une meilleure santé, des épreuves, difficultés et restrictions qui enseignent la responsabilité. Cependant, gardez à l'esprit qu'une telle technique, conçue uniquement pour rendre l'individu plus fort, aura l'effet inverse si elle est mal utilisée. En effet, on peut devenir cruel envers les autres sans le savoir, ou risquer d'écraser une personne sans en avoir pleinement conscience. La diarchie spartiate. Une autre particularité de la cité mythique de Sparte, c'est que la monarchie y a pris la forme innovante de la diarchie. En effet, les Spartiates anciens croyaient qu'à l'origine il n'y avait qu'un seul roi et qu'à la naissance de jumeaux, il avait fallu établir une double régence, car c'était ce que les dieux avaient décidé pour leur royaume. C'est une caractéristique très originale de la cité, et il est intéressant de noter que les deux rois spartiates, au moins jusqu'au IIIe siècle, n'ont jamais tenté de s'imposer l'un à l'autre. La politique étrangère. Sparte devient une puissance hégémonique dans le Péloponnèse, étendant toujours plus sa puissance. Les guerres menées par les cités grecques contre l'Empire perse 500 à 479 AV. Notre ère ont contribué à renforcer sa position, mais cette hégémonie n'aurait pas été possible sans le soutien d'alliés. Il convient de préciser que, les Spartiates et leurs alliés, était officiellement le nom de la Ligue du Péloponnèse, c'est-à-dire un système d'alliance entre Sparte et ses confédérés, mais pas entre les confédérés eux-mêmes. En d'autres termes, cette alliance était uniquement destinée à soutenir les intérêts spartiates. L'alliance a d'ailleurs été dissoute lorsque la cité a été vaincue par les Thébains vers 370 avant notre ère. À cette ligue du Péloponnèse s'oppose la ligue hellénique, plus courte, née sous la férule d'Athènes, fondée sur des principes de défense mutuelle contre l'Empire perse. L'armée spartiate, hiérarchique et efficace, dotée d'une formidable phalange hoplite, l'infanterie lourde, l'armée spartiate était commandée par les rois, auxquels étaient subordonnés les chefs de guerre et les commandants des différentes unités. Les Spartiates étant peu nombreux, l'armée comprenait également des périèques et des ilotes, voire des mercenaires à une certaine période. La vie militaire et la religion étaient intimement liées. À chaque déplacement de l'armée, les dieux étaient invoqués et des sacrifices étaient offerts sur les champs de bataille. En cas de présage défavorable, ils refusaient de se battre. Le déclin de Sparte.
Bien que montrant quelques signes de déclin pendant le conflit avec Athènes, Sparte était au bord de la chute au Ve siècle. Selon Plutarque, cette période marque le début de la corruption et de la maladie de la cité, après la victoire sur Athènes en 404 avant notre ère, où l'on raconte que l'afflux d'or et d'argent avait corrompu les valeurs morales traditionnelles et encouragé la cupidité de la part des Spartiates. Il est toujours difficile de noter de manière précise la fin d'un règne ou d'un empire, car le déclin se fait toujours de manière transitionnelle, et la Grèce antique a vécu bien des remous. Cependant, Sparte a toujours semblé unique et a toujours bénéficié d'un respect indéniable de la part de tous les peuples de Grèce. Unique, elle l'était certainement à bien des égards. Pendant un certain temps, elle a dominé le Péloponnèse, aligné la meilleure phalange hoplite du monde grec, préservé sa cohésion, tissé un système stratégique d'alliance, valorisé ses femmes, mais s'est aussi soucié des sports, de la discipline et de la forme physique. La façon de vivre à Sparte était autant moderne qu'elle était fondée dans le respect des traditions. Le modèle éducatif fondé sur l'amour de l'État, sur le désir de liberté et d'indépendance politique, l'expression de la lutte héroïque de Léonidas et de ses combattants aux Thermopyles, ont fait de Sparte un mythe, voire un modèle à contre-courant. Dans un système social où la compétition était encouragée à tous les niveaux de la vie, l'égalité a pourtant été imposée. Étonnamment, cela a créé un système qui a longtemps fonctionné sans accroc et qui, aujourd'hui encore, est une source d'inspiration. Nous l'avons mentionné, Sparte était très attachée au respect des traditions. Mais ceci ne veut pas dire que celles-ci étaient réactionnaires, au contraire. Ces principes étaient bien avant-garde et c'est pour cela qu'elles étaient conservées. Avec des traditions qui menaient à bien leurs objectifs, nul besoin d'instaurer quelque chose de nouveau qui risquerait de mettre à mal l'équilibre parfait qui régnait. La perfection, à Sparte, était monnaie courante. Les enfants spartiates étaient, à tout point de vue, les plus modestes et les plus obéissants, les hommes les plus courageux et les femmes les plus belles et les plus nobles. Par leur tenue, leur langue et leur comportement, les Spartiates étaient étonnamment semblables les uns aux autres et, en même temps, complètement différents du reste des Grecs. C'est cela qui les rendait d'autant plus mystérieux et mystiques aux yeux des autres peuples. Au combat, les Spartiates n'ont jamais battu en retraite et ne se sont jamais rendus. En cas de défaite, les guerriers spartiates mouraient généralement sur le champ de bataille. Cependant, ces défaites étaient tellement rares que l'armée spartiate était considérée comme invincible, presque à juste titre, en Grèce. Sparte est surtout célèbre en raison de son image romantique et idéalisée créée par des adeptes passionnés et, surtout, par les habitants de sa rivale, Athènes. Vers la fin du 5e et surtout au cours du 4e siècle, alors que la victoire des tendances démocratiques se précisait, les conservateurs de droite, aristocrates et oligarques, dont le destin fut l'opposition vicieuse et impuissante à l'émigration interne, reportèrent leur défaite sur Sparte, qui devint ainsi un modèle idéal. Sparte était un exemple quand elle était belle et juste, à son âge d'or, quand, selon Terpendre, la fleurisse et le courage des guerriers, et la muse harmonieuse, qui foule un large chemin, mère des actions merveilleuses, quand les vertus civiles et la puissance militaire étaient équilibrées par le sourire de l'humanité qui brillait dans la grâce rusée des jeunes filles spartiates et leurs bijoux d'ivoire. Comment forger sa persévérance? Lorsque l'on parle de Sparte de nos jours,
Le cinéma et les films ont fait que l'on imagine d'emblée un peuple très noble, intrépide, n'ayant peur de rien et très ancré sur les traditions et le respect des anciens et des valeurs. Leur stratégie de bataille et leur comportement lors de combats étaient réputés, et craints. Dans le monde entier, le 7e art en a usé et abusé sous tous les angles, montrant les guerriers spartiates sous leurs meilleurs angles et les rendant encore plus mythiques qu'à l'époque de la Grèce antique. Mais ce que l'on souligne chez un Spartiate, c'est avant tout son talent pour la persévérance. À travers l'entraînement autant physique que mental de manière quotidienne et intense, un Spartiate arrivait à être une redoutable machine de guerre sur le terrain, ainsi qu'un membre d'un tout dont le but était de servir le bien commun lors de sa vie quotidienne dans la cité. C'est cela qui a fait d'eux un peuple si craint, si admiré et si respecté de la part de la Grèce tout entière, et probablement pour laquelle le cinéma en parle toujours aujourd'hui. Son aura vit encore à travers les siècles et les générations. Un Spartiate vivant selon des principes clairement définis qui s'avèrent être des plus efficaces lorsqu'il s'agit de se confronter à n'importe quelle situation, autant sur le champ de bataille que dans la vie quotidienne avec ses semblables. Ce sont des enseignements que nous pouvons également mettre en place pour nous-mêmes, en apprenant cette persévérance face à de nouveaux challenges ou objectifs que nous cherchons à atteindre dans notre vie quotidienne. Pour ce faire, nul besoin d'être retiré de ses parents dès notre plus tendre enfance, mais une rigueur et un constant esprit axé sur le travail sur soi doit être fait. Nous allons découvrir ci-dessous comment appliquer les principes spartiates dans notre vie de tous les jours. L'entraînement et la discipline spartiate. Comme toute autre technique, l'éducation spartiate avait ses caractéristiques vraiment innovantes pour l'époque. Elle trouve ses origines dans l'Antiquité, lorsque le peuple de Sparte élevait de futurs soldats destinés à devenir légendaires. Les principes de ce système résidaient dans une discipline stricte, un esprit d'équipe, une vigoureuse et régulière activité physique, ainsi que le respect et l'obéissance inconditionnelle aux aînés et formation à des compétences pratiques. Il y avait une raison derrière tout cela. Plus l'on commence jeune, plus l'on s'entraîne dur, plus ces comportements font partie intégrante de qui nous sommes une fois devenus adultes. Une des caractéristiques de l'éducation spartiate qui mérite notre attention est la continuité des générations portées par le mentorat. En effet, chaque guerrier d'un certain âge avait un ou plusieurs élèves qu'il formait individuellement. Il leur transmettait ses connaissances et son expérience. Le mentorat se révélait très utile, car cela formait les plus jeunes au respect de leurs aînés et leur apprenait l'humilité et la modestie. L'avez-vous jamais remarqué? Lorsque vous lisez un livre par exemple, l'auteur et vous agissez vraiment tel de vrais Spartiates, comme ici. En fait, à travers ces lignes, je vous transmets mon expérience dans ce domaine, comme l'ont fait les anciens Spartiates, et vous, en apprenant de moi, vous vous formez, comme un vrai jeune guerrier de Sparte. Les enseignements spartiates vont bien au-delà des traditions. Il s'agit d'une première leçon cruciale pour nous, citoyens du XXIe siècle. Trouver un mentor et apprendre de lui. Mentor, dans la mythologie grecque, était le sage et fidèle conseiller de Télémaque, fils d'Ulysse, qui le conseillait pendant la longue absence de son père. Nous avons tout besoin d'un guide à suivre dans les différentes étapes de notre vie, et nous les trouvons tous d'une certaine manière. Souvent, les professeurs ou nos parents ne suffisent pas. Tout le monde a besoin d'apprendre d'un mentor, une personne qui a déjà réalisé ce que nous espérons réaliser nous-mêmes, et dont on peut apprendre directement,
en s'inspirant de ses expériences et de ses connaissances sur le sujet. D'une certaine façon, nous avons tous en nous une notion de mentor, quelqu'un qui nous inspire, qui nous donne envie d'apprendre, une personne que nous aspirons à être en apprenant de ses connaissances. Que ceux-ci soient des instituteurs, des célébrités, des amis ou même des voix off qui nous donnent des tutoriels sur YouTube. Et je vais même ajouter que l'étape suivante consiste à devenir un mentor. En aidant une personne moins expérimentée que vous dans un certain domaine, vous renforcerez non seulement son estime de soi, mais également la vôtre. Ne dit-on pas que l'héritage d'une personne continue à vivre bien après sa mort, si l'on continue à transmettre ses connaissances? En devenant un mentor, c'est ce que vous faites. Vous transmettez les choses aux générations qui suivent et répandez vos connaissances et votre savoir bien au-delà de la personne dont vous êtes le mentor. Cela a un côté magique, d'imaginer la pérennité de nos connaissances. Après tout, n'êtes-vous pas en train de lire un livre sur un peuple vieux de plus de 2000 ans? L'histoire de Sparte a toujours été entourée d'une aura de légende. Comme l'affirme Agésilas II, roi mythique de Sparte, ce sont ces hommes, les citoyens de Sparte, qui ont construit les murs infranchissables de ce lieu devenu mythique. Des guerriers imbattables, forgés par le système éducatif radical de l'État, qui visait à développer chez les garçons, entre autres, la discipline, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance au groupe. Aucun auteur de l'Antiquité ne précise le régime d'entraînement physique spécifique suivi, car celui-ci était gardé secret et pratiqué de manière rituelle et sacrée. Cependant, Xénophon nous informe que la loi obligeait tous les Spartiates à pratiquer des exercices de gymnastique quotidiennement, même pendant une campagne militaire. Cela laisse entendre que ces guerriers s'entraînaient en permanence, conscients de l'importance d'un exercice régulier pour la santé et le moral, facteur indispensable pour réussir alors sur le champ de bataille, et de nos jours dans notre vie quotidienne. Entraînez sa persévérance. Si vous souhaitez réussir dans la vie, faites de la persévérance votre ami intime, de l'expérience votre sage conseillère, de la prudence votre sœur aînée et de l'espérance votre ange gardien. Joseph Addison. Entraîner sa persévérance et la résilience, comme l'ont fait les Spartiates, permet de relever tous les défis. Grâce à cette force psychologique, vous aurez la capacité d'atteindre vos objectifs, mieux faire face à l'adversité et vous pourrez ainsi faire de la résilience votre signe distinctif, sans jamais abandonner, et être toujours fier de vous. Vous deviendrez une personne apte aux défis, qui forge son propre destin, qui ne connaît pas la capitulation et qui se relève toujours après la chute. C'est une compétence qui s'acquiert principalement dans l'environnement social, comme le savaient bien les Spartiates. La persévérance fonctionne comme un exercice de résistance psychologique puissant. Celle-ci est un outil non seulement utile pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour votre santé générale, et ne serait-ce que pour celle-ci, elle vaut la peine d'être poussée à son maximum. Moins vous laisserez tomber, plus vous aurez de chances d'atteindre les choses que vous souhaitez atteindre. C'est cela, la persévérance, se relever toujours une fois de plus que vous êtes tombé. Une attitude plus résiliente agit comme une puissante force psychique capable de nous préserver de troubles comme l'anxiété ou la dépression. Les personnes qui persévèrent sont moins perdues dans les méandres de leurs soucis, et par conséquent ne se laisseront pas submerger par les défis qui se mettent en travers de leur chemin de vie. Leurs pensées ne sont pas obsessionnelles,
mais utilise une approche cognitive basée sur la résolution de problèmes, problem solving, la créativité et la pensée positive. Cela donne des personnages tenaces qui ont une attitude d'évolution et non de stagnation, des personnes qui gardent toujours à l'esprit leurs objectifs, leurs rêves et leurs désirs. Tous ces facteurs, comme vous pouvez le constater, agissent comme une impulsion motivante ou le doute, la peur de l'impuissance ou de l'échec n'ont pas leur place dans le quotidien d'une personne résiliente. Voici donc les attitudes mentales à adopter pour entraîner sa persévérance. Fixez-vous des objectifs clairs. Sans objectif clair, vous ne saurez pas dans quelle direction vous tournez, et sans résolution, vous ne pouvez pas faire naître l'espoir. Prenez conscience que l'esprit se nourrit de rêves et que s'il ne se concrétise pas en objectifs précis et réalistes, la motivation ne viendra pas. Notre esprit raisonne, en images. Consacrez 1 heure de votre temps à identifier précisément l'image de vos objectifs et de votre projet. Lorsque vous réalisez ce processus de vous fixer des objectifs, n'oubliez pas que chaque petite étape fait partie de votre tableau final. Certes, gardez en tête votre objectif final, mais soyez bien conscient de toutes les étapes nécessaires pour atteindre ce but. C'est pourquoi les Spartiates faisaient de l'exercice régulièrement, car ils avaient en tête leur objectif, soit une armée forte, qui vainc facilement ses ennemis. Ainsi, si vous gardez en tête votre objectif final lorsque vous faites quelque chose qui vous semble rébarbatif ou ennuyeux, vous serez plus enclin à réaliser ces tâches sans broncher, car vous savez qu'elles sont nécessaires afin d'obtenir ce que vous voulez sur le moyen ou long terme. Cela est valable dans tous les aspects de la vie quotidienne, autant dans la vie professionnelle que privée. Soyez maître de vous. Lorsque vous vous fixez un objectif, vous n'avez plus besoin de regarder en arrière. Il vous faut concentrer vos forces et vos idées vers ce point très concret. Par conséquent, vous devez donc apprendre à gérer efficacement les sentiments comme le découragement, la frustration, l'anxiété et le stress. La maîtrise de soi est une bonne clé pour bien entraîner le facteur persévérance. Comme mentionné précédemment, lorsque vous avez un objectif clair en tête, et êtes conscient de toutes les étapes à parcourir, les sentiments négatifs que vous pourrez avoir seront annihilés par votre vision à long terme. En gardant le contrôle de vos émotions et en considérant vos sentiments négatifs comme de nouveaux challenges à surmonter, plus rien ne vous semblera impossible. Adoptez une attitude positive. La positivité, l'efficacité, la confiance en soi et la bonne humeur sont également le lit de bons résultats. La persévérance va également de pair avec cette attitude totalement positive qui exclut les émotions limitantes ou défavorables. En effet, notre cerveau a tendance à voir le pire dans chaque situation, mais en observant les choses, même négatives, sous un œil positif, alors votre cerveau ne verra plus le danger, mais uniquement un défi à relever afin d'atteindre votre objectif suivant. Parfois, obtenir ce que l'on veut est aussi simple que ça. N'abandonnez pas. Réaliser un rêve, surmonter une dépression ou un passage difficile de notre vie, développer une nouvelle compétence, être fier. Chacun de ces moments de vie requiert tous un élément essentiel, la capacité de ne pas abandonner. Cependant, ayez soin de toujours prendre du recul pour fixer de nouveaux objectifs et ainsi gagner en dynamisme. Vous pouvez également faire une pause pour réfléchir et adopter de nouvelles perspectives. En revanche, ne restez jamais immobile, stagnant, piégé par la méfiance et la capitulation. Entraînez votre persévérance,
en sachant qu'il s'agit d'un exercice de forte motivation et de santé mentale. Le mot-clé, déjà mentionné dans ces quelques pages, est « résilience », soit votre capacité à surmonter les obstacles de la vie. Peu importe qu'un Spartiate tombe 10 fois, il lui fallait juste qu'il se redresse 11 fois. C'est cela la résilience, notre propension à ne pas se laisser abattre et toujours se relever, peu importe les challenges. Montrez votre détermination. Le talent seul ne suffit pas, il faut aussi du cran. N'oubliez pas qu'entre celui qui a du talent mais pas de ténacité et celui qui a de la ténacité mais pas de talent, c'est ce dernier qui a le plus de chances d'obtenir des résultats souhaités. Le talent est utile, certes, mais le courage est le facteur le plus important pour réussir. Une fois votre objectif identifié, soyez déterminé et courageux. Interrogez-vous. Pourquoi devez-vous l'atteindre? Pourquoi n'avez-vous pas le choix? Pourquoi devez-vous tout donner pour atteindre cet objectif? C'est là où avoir notre objectif en tête est nécessaire, car l'on sait pourquoi nous avons besoin de courage, de ténacité, de résilience. Montrez-vous têtu, courageux, peu importe ce que disent les gens autour de vous. Vous savez ce que vous voulez et vous êtes déterminé à atteindre les objectifs qui vous tiennent à cœur. Sortez régulièrement de votre zone de confort. Mettez-vous dans de nouvelles situations et aidez-vous à construire votre résistance mentale. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous lancer dans de grandes entreprises improbables et à haut risque. Vous pouvez en revanche tenter de changer des petits détails, comme changer de destination de vacances, prendre des cours de langue, sortir et fréquenter de nouvelles personnes, participer à un concours de photos, faire une requête à votre employeur, etc. Bien entendu, après l'urgence de la situation du COVID-19, lorsque nous parlons de sortir de votre zone de confort, nous faisons référence à l'entrée dans une zone d'ombre, où vous pouvez ressentir inconfort, agacement ou léger malaise parce que vous ignorez ce qui peut arriver. Plus vous ferez l'expérience de l'inconfort, plus vous deviendrez fort et résilient. Vous développerez votre volonté et votre estime de soi, car les événements inattendus ne vous effraieront plus. En vous familiarisant avec des situations qui vous sont étrangères, vous explorez également de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de faire, et apprendrez de nouvelles choses par la même occasion. Cela permettra à votre cerveau d'envisager d'autres options et de voir certaines choses sous un nouvel angle. N'ayez pas peur d'échouer. La méthode est simple. Embrassez l'idée de l'échec. Tous les experts s'accordent à dire que ce n'est pas le succès mais l'absence de succès qui fait la force d'un individu. Si les choses sont toujours venues jusqu'à vous, par chance ou avec peu d'efforts, vous n'avez peut-être pas entraîné correctement les muscles de votre caractère. Alors continuez à essayer et n'arrêtez pas avant d'avoir atteint votre objectif. Persistez jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de contourner l'obstacle. Même si vous échouez, ne voyez pas l'échec comme une prétexte à abandonner. Au contraire, servez-vous de cet échec comme d'une occasion d'apprendre de vos erreurs et de devenir plus fort. Les erreurs vous enseignent ce qui n'a pas marché, ce que vous devrez faire différemment la prochaine fois. Si vous considérez les échecs et les erreurs comme des rituels de passage et d'apprentissage, alors vous serez toujours gagnant. Vivez dans la réalité. Les illusions et les fantasmes sont un mécanisme de survie qui permettent de supporter des événements douloureux. Cependant, les illusions sont des voiles qui vous empêchent d'appréhender la réalité,
et les fantasmes des filtres qui troublent votre vision de la réalité. Une personne mentalement forte sait accepter la réalité, elle n'essaie pas d'éviter l'inconfort ou de compenser la douleur, mais se fie aux faits objectifs plutôt que de nier les événements ou changer la réalité. Décider volontairement de demeurer dans l'inconfort et faire face à des situations déplaisantes demande certainement beaucoup de courage. En vous focalisant sur l'effet de cette réalité, vous arriverez à l'appréhender de manière plus positive que si vous vous laissiez transporter par les fantasmes et le déni. Plus vous fuirez lesdites situations, plus vous vivrez dans l'illusion, la peur, l'angoisse, la douleur et l'agacement, et plus vous continuerez à fuir et à rendre les situations négatives. Ne commettez pas cette erreur, affrontez votre ennemi comme les Spartiates de Léonidas contre les Perses lors du mythique affrontement des Thermopyles. Acceptez votre peur pour aiguiser votre force. Lorsque vous avez peur, vous créez une attitude de méfiance et d'impuissance, ce qui fait annule votre courage et votre joie de vivre. Céder à la peur, c'est s'enliser dans l'insécurité et le manque d'estime de soi. Croyez-vous qu'un hoplite n'avait pas peur de l'ennemi? Évidemment que si, mais il l'acceptait et la combattait, la remerciait même car c'était précisément cette adrénaline qui le poussait à la sagesse et à la prudence et lui permettait de se prémunir des situations à risque. En vous munissant de votre peur comme d'une épée, vous générez également une dose de courage, de prudence et pourrez ainsi juger la situation de manière plus pertinente. La peur vous sera utile car elle montre bien qu'il y a un danger, et présente donc quelles sont les forces de votre ennemi qui vous intimident. Dès lors, vous pourrez mieux vous focaliser sur ces points forts, et par conséquent vous pourrez mieux soit les éviter, soit les combattre de manière intelligente. Maudit soit celui qui ne ressent pas la peur. C'est ce que dirait un vrai Spartiate. Réfléchissez. Que feriez-vous si vous n'aviez aucune crainte à avoir? Vous deviendriez téméraire et totalement imprudent. Vous vous lanceriez, inconscient, dans des entreprises risquées qui mettraient en péril votre santé ou vos finances, comme un investissement inconsidéré, une entreprise commerciale risquée, ou des projets hasardeux pour votre entourage et vous-même. En vous confrontant à une situation qui vous effraie, pensez à ce que vous pouvez en retirer de positif. Essayez d'utiliser vos peurs pour vous donner l'élan d'affronter les événements difficiles, non pas en freinant des 4 fers, mais à pleine vitesse. En ressentant la peur, vous pouvez mieux comprendre vos faiblesses, et par conséquent les points sur lesquels vous devrez vous concentrer afin de surmonter les étapes. Si vous avez peur d'un certain aspect d'un challenge, alors vous pourrez soit éviter cet aspect, soit le combattre de manière plus pertinente, car vous êtes pleinement conscient de ce qui vous attend.